Bienvenue à tous, bienvenue sur cette première table ronde organisée conjointement par Force Ouvrière et par le cabinet Technologia avec l'agence.org en marge de ce congrès confédéral 2015. Il va y avoir toute la semaine 6 tables rondes, les jeunes et leur rapport au syndicalisme, l'égalité homme-femme, le développement du syndicalisme, l'avenir des CHSCT, que faire face au burn-out, tous les jours entre 11h30 et midi et tous les soirs entre 18h et 18h30. Vous avez rendez-vous sur le stand Technologia pour assister à ces tables rondes. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans la première de ces tables rondes à la BDU, la base de données unique. Bonjour, Jean-Louis Voisin. Voilà, Jean-Louis Voisin, donc Crédit École Centre-Est. Voilà, et puis Philippe Bazelli. Oui, du cabinet Inalist, chargé du développement du cabinet Inalist et cabinet qui a fait un gros travail sur la base de données unique, appelée également base de données économique et sociale. Voilà, alors la première question qui intéresse tout le monde, je crois, quand on veut faire un peu de vulgarisation, la base de données économique et sociale, c'est quoi, Philippe? Alors, la base de données économique et sociale, c'est un regroupement d'informations économiques et sociales dans une base de données qui est unique et qui a pour particularité d'être actualisée et prospective. Prospective, c'est-à-dire qu'elle s'étale de N, l'année en cours, jusqu'à N plus 3, c'est-à-dire 3 ans. Et il y a une obligation pour les dirigeants de remplir ces éléments économiques et sociaux à destination des syndicalistes. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport au fonctionnement antérieur du dialogue social? Alors, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, la plupart de ces bases de données vont être mises sur le numérique. Donc on va avoir une dimension, on va rentrer dans une dimension un peu complexe, qu'est le numérique, par rapport au papier, au bon et traditionnel papier. Et on va passer, je dirais, d'un syndicalisme de proposition et d'habitude à un syndicalisme de dossier, de recherche et de communication très spécifique. À quel type d'entreprise s'applique la BDU? Est-ce que la loi est la même pour tous? Est-ce qu'il y a un calendrier d'application précis? Alors, il y a effectivement un calendrier d'application précis. Ce calendrier est 14 juin 2014. Donc, vous voyez que c'est passé pour les entreprises de plus de 300 salariés, avec une deadline, c'est-à-dire une obligation de mise en place impérative actualisée, d'une BDU actualisée au 31 décembre 2016. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est le 14 juin 2015, c'est-à-dire dans quelques mois, que cette base de données unique doit être mise en place. Alors, particularité, tant que la base de données unique ou la base de données économique et sociale n'est pas actualisée, mise en place et publiée, forcément, vous restez sur les bases antérieures. C'est-à-dire que le fonctionnement continue tel qu'il est. Petite parenthèse également, les lois sur l'orientation stratégique n'ont rien à voir avec une mise en place de la BDU. C'est-à-dire que vous avez des négociations à effectuer, même si la base de données unique n'est pas mise en place dans votre entreprise. Alors, on l'aura compris, c'est une complète remise à plat du logiciel du dialogue social. Absolument. Quels sont les enjeux derrière cette remise à plat? Alors, ce que tu as dit est véritablement fabuleux, c'est-à-dire que effectivement, c'est la mise à plat du logiciel. Maintenant, un logiciel, c'est un outil. Après, il y a l'intention. Quelle intention j'ai? Est-ce que j'ai l'intention de jouer le jeu du dialogue social? Est-ce que je n'ai pas envie de jouer le jeu du dialogue social? Et là, effectivement, c'est chaque camarade qui va nous dire un peu ce qu'il en est dans leur entreprise. C'est pour ça que Technologia Inalist a fait un questionnaire que je vous encourage à remplir, puisque le décret d'application du 14 mars 2014 encourage une concertation avec ceux qui vont être les artisans et les outils de cette BDU, c'est-à-dire les salariés. Jean-Louis, un mot sur les enjeux derrière cette mise en place de ce logiciel? Les enjeux, c'est surtout une meilleure connaissance de l'entreprise et le plus important, c'est la prospective. Et c'est là qu'on a le plus de difficultés, autant pour les éléments qui sont déjà passés ou qui sont présents
on les a assez facilement. Par contre, pour avoir la prospective, donc les évolutions de l'entreprise dans sa structure, dans son organisation, dans ses emplois dans les 3 ans à venir, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que le bât blesse souvent sur la mise en place de cette base de données unique. Jean-Louis, je vous tiens plus d'informations, plus de clarté, c'est ce qui est proposé en clair, si j'ose dire. Qu'est-ce que les salariés ont à gagner derrière cette remise à plat? Les salariés ont à gagner surtout, c'est une visibilité sur l'évolution de l'entreprise, sous quelle forme, avec quels moyens, dans quel contexte et pour aller où. Et je crois que c'est ça le gros problème. Après, derrière, vont venir les éléments économiques et connaissances économiques que tous les salariés n'ont pas forcément, y compris dans les instances du personnel, puisque ça devient de plus en plus complexe, technique et difficile à comprendre. Philippe, un mot là-dessus sur les enjeux au-delà de la vision, j'allais dire, de terrain. Je pense que Jean-Louis a bien résumé. L'enjeu, si vous voulez, à terme, c'est de la volonté. Il y a la volonté du législateur à la base. C'est de clarifier le dialogue social. Alors, je vous le dis clairement, il ne peut pas y avoir régression par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que les problèmes d'accès, les problèmes de consultation, c'est des accès 24 heures sur 24. C'est la possibilité d'imprimer, d'avoir une impression des éléments. Mais il y a un élément qui est important, Yves, c'est le côté sécurisation, avec cette fameuse menace qui est brandie par les entreprises, c'est celle du secret des affaires, qui a fait l'objet d'un élément de la loi Macron, et cette phobie de l'intelligence économique, avec la possibilité de fuite de secrets de fabrication et autres. Comment on met en place une BDU? Prenons un cas pratique. C'est un accord donc entre les organisations syndicales. Voilà, tout à fait. Donc nous on l'a géré donc au niveau donc des organisations syndicales et plus spécifiquement au niveau du comité d'entreprise. Donc puisque c'est l'instance qui est concernée en premier lieu sur ces éléments-là. Donc on s'est mis d'accord sur les éléments qui étaient communiqués. Et puis l'autre partie qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, concernant les délais de consultation, où la loi donc a prévu des délais de consultation qui sont précis, mais qui peuvent être dérogés éventuellement donc en interne sous forme d'un accord, et qui est une particularité, c'est un accord au niveau du comité d'entreprise, et c'est la première fois qu'il y a une comité d'entreprise qui peut passer un accord sur ces délais de consultation. Voilà. Alors, là, c'est le meilleur des cas. C'est le meilleur des cas, c'est-à-dire que là, dans l'entreprise, on a négocié. Malheureusement, ce n'est pas toujours ça. La mise en place d'une BDU relève d'une volonté des dirigeants. C'est le dirigeant qui met en place cette base de données unique, soit sous forme de papier, soit sous forme de numérique. Bien entendu, on ne peut que souhaiter qu'il y ait un accord entre les dirigeants et les salariés, puisque c'est le preuve d'un dialogue social. Malheureusement, je dirais que dans le bocal dans lequel se trouve la grenouille du dialogue social, la météo est pas souvent au beau fixe et la grenouille est pas souvent en haut de l'échelle. Hein. D'accord. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, sur les dispositions. Je voudrais que vous reveniez sur ce que dit la loi, sur les dispositions par rapport aux responsabilités des élus, notamment, par rapport aux secrets de fabrication, aux secrets financiers. Voilà. Le fait d'avoir, dès lors qu'on a rempli ces éléments prospectifs, N+1, N+2, N+3, fait que les élus ont accès à des éléments dits confidentiels, qui peuvent être des secrets de fabrication. Et là, en cas de dérogation, c'est-à-dire en cas de divulgation, vous avez des risques la loi Macron faisait appel au secret des affaires, c'est du pénal, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'au licenciement, la perte du mandat, bien sûr, et 135 000 euros de dommages et intérêts. Je dirais que là, c'est effectivement quelque chose de très attention. Alors, il va falloir, je dirais, négocier vraiment la durée de la confidentialité, parce qu'une confidentialité, les éléments de la confidentialité, un bilan n'est pas quelque chose de confidentiel, fût-il social et autres, il est publié au greffe du tribunal, donc si vous voulez, c'est pas un élément confidentiel. On ne peut pas tout mettre confidentiel. Jean-Louis, est-ce que vous avez noté pendant la négociation au Crédit Agricole des freins psychologiques qu'il a fallu lever?
des freins psychologiques qui pour l'instant sont encore pas levés, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Surtout, c'est le constat à l'instant T, ça, il n'y a pas de problème, puisque c'est des éléments qui sont connus, publiés éventuellement dans le cas des assemblées générales ou éventuellement au niveau des grèves des tribunaux de commerce. Par contre, le problème, c'est la prospective. Et je pense que là, c'est là qu'on aura le plus de difficultés, puisque les employeurs, et au moins ceux que je connais, n'ont aucune envie qu'on ait de la prospective, en particulier sur les emplois. Donc les emplois, c'est les classifications, c'est les nombres, c'est les structures, c'est les types de métiers. Et donc là, ils n'ont pas envie qu'on sache comment va évoluer l'entreprise, puisque là, on aura des éléments qu'on peut utiliser par ailleurs dans d'autres instances, voire éventuellement dans le cadre des négociations. Et puis un élément qui est important aussi, qui doit être communiqué, c'est la rémunération des mandataires sociaux. Et là, pour l'instant, il y a blocage sur cet élément-là, puisque connaître la rémunération des dirigeants de l'entreprise, c'est un gros problème. Et ils n'ont pas envie que tous les salariés, ou au moins les instances du personnel, connaissent ces éléments-là. Et c'est là qu'il y a le blocage. Donc la loi, c'est un cadre précis. On ne peut pas dire que la loi soit un cadre précis. Voilà, c'est là où je voulais vous amener. Comment on affine après? Alors, après, comment on affine? On affine par le combat syndical, bien sûr. On affine aussi par la proposition. On affine petit à petit, si vous voulez, par des éléments, par l'assistance, par des spécialistes et des experts, parce qu'aujourd'hui, c'est une bataille de chiffres. C'est également, en ce qui concerne l'élément prospectif, si vous voulez, une petite anecdote, j'étais avec un délégué syndical central qui appelait son DRH, et le DRH lui dit « Mais vous comprenez bien qu'on n'est pas en mesure de faire de la prospective au-delà de 3 à 6 mois. » Et j'ai glissé un papier en disant « Ah bon, parce que pour les objectifs, vous êtes capable de le faire. » Donc là, le DRH a dit « Non, mais attendez, mon kiki n'est pas avec ça, on ne sait pas encore. » Il a raccroché. Donc si vous voulez, effectivement, on n'est pas capable de faire une prospective économique et de la transmettre au syndicat, mais par contre, l'objectif, on le fixe à 12 mois. Et là, il a valeur de loi. Donc, effectivement, c'est là-dessus qu'il va falloir se battre. On va être dans une notion de preuve. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire remplir ces 3 années prospectives. Il faut que ce soit inscrit dans le marbre, de façon à pouvoir dire après, mais attendez, ce que vous nous avez dit il y a 3 ans n'est pas juste. Donc vous allez être obligé de démontrer qu'il y a une préméditation, si préméditation il y est. Alors effectivement, ce que disait Jean-Louis est très vrai, c'est-à-dire qu'on a des problèmes notamment au niveau des flux financiers et entre filiales. Alors je peux vous dire que là, il faut des experts. Il y en a un qui est sur le stand, là, qui s'amuse à démonter tous les circuits financiers. Et c'est pas facile. Vous avez également les salaires, la rémunération des dirigeants qui semble être une vicissitude, mais qui souvent est quelque chose de très important. Voilà. Alors justement, on parlait hors antenne d'un certain nombre d'écueils possibles. Oui. Quand on aborde la question de savoir si les élus sont formés aujourd'hui pour être en mesure de prendre en charge cette BDU j'allais dire, de s'en occuper au jour le jour. Oui. Alors, effectivement, les élus ne sont pas encore formés. Pourquoi? Parce qu'il y a du numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a des délais, comme disait Jean-Louis, très importants, des délais de consultation, ce qu'on appelle préfixe, qui est, dès lors que c'est publié, on va avoir considéré que le salarié, les élus ont l'information, ce qui est faux, hein, parce que là aussi, il va falloir classifier. Par contre, effectivement, au niveau formation, c'est plus au niveau comportemental. La BDU, c'est aussi un changement de paradigme. On va passer d'un syndicalisme éruptif, contestataire, à un syndicalisme de dossier et qui pourra ensuite être éruptif. Mais d'abord, parole aux gens de dossier. Il va falloir que dans vos équipes syndicales, vous désigniez des gens qui vont être en charge de ces dossiers, des gens qui ont ce comportement-là. Et ça, c'est primordial, à mon avis. Jean-Louis, par expérience, il y a des pièges à éviter durant la négociation ou... Oui, c'est surtout, nous, on est allé particulièrement sur la partie délai, puisque le reste, même si ça a été négocié, je pense que ça va évoluer, et il faut que ça évolue, c'est quelque chose qui doit être vivant. Et sur les délais de consultation, c'est le problème entre les remises des documents et la consultation effective qui va être réalisée derrière. Et je pense qu'il y a une chronologie suivant s'il y a un recours éventuellement au niveau du CHSCT, voire éventuellement une expertise.
Et là, il faut qu'il y ait des délais suffisants. Parce qu'autrement, les délais qui sont prévus par la loi sont relativement courts. Et bon, 2 mois, par exemple, pour faire une expertise, c'est irréaliste si c'est sur un sujet qui est relativement complexe. Et je pense que c'est ça l'élément important. C'est ce qu'on évoquait. Vous me parliez d'info-obésité hors micro. C'est-à-dire que la tentation est grande, chez les dirigeants notamment, puisqu'il faut de l'information, eh bien, donnons une masse d'informations telle qu'elle devient... on n'arrive pas à la lire, quoi. On n'arrive pas à la décrypter. Et il paraît que l'Académie française a enregistré ce nouveau mot, infobésité. C'est-à-dire qu'on va vous donner beaucoup d'infos, on va vider ces infos sur vous, et puis vous aurez du mal à le trier. Donc il va falloir vous faire assister pour le trier. Et puis vous avez le reste, c'est ceux qui ne donnent pas d'infos du tout. Donc on va être entre les deux, il va falloir trouver un équilibre. Jean-Louis ? Mais je crois que le problème de l'information également, c'est que c'est une information qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire qu'elle est sur une base, mais il faut aller chercher cette information. C'est-à-dire elle ne nous vient pas directement, il faut aller la consulter. Et ça devient relativement complexe après, derrière, pour pouvoir l'analyser, pour éventuellement... Et ça, c'est un élément qui est fondamental, c'est un changement complet par rapport à ce qui était remis précédemment. D'où une nécessité d'avoir des systèmes d'alerte, de négocier des systèmes d'alerte. C'est-à-dire que vous ne devez pas aller à la pêche, c'est-à-dire que vous devez avoir l'info avec un système d'alerte. Deuxième chose, tout ce qui est convocation. La BDU, c'est pas la boîte à ordures non plus, hein, ça ne veut pas dire boîte à ordures, c'est une base de données. Donc les convocations, notamment en termes des élus, se font toujours intuitu personae, c'est-à-dire directement à la personne, et ne figurent pas dans la base de données unique, hein, ou la base de données économique et sociale. Hein. Alors je présume qu'il y a, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a plein de dirigeants au moins attentistes, sinon carrément hostiles. Comment on fait dans ce cas-là, quand on a une fin de non-recevoir, un blocage, on négocie comment? C'est quoi la bonne attitude à adopter? C'est se faire aider? Alors, la bonne attitude, ça va être de s'appuyer sur les textes. S'appuyer sur les textes et ensuite avoir un comportement adéquat. Le comportement colérique, éruptif et autres fait gagner du temps aux dirigeants. Ils appuient sur le bouton. Ils savent que tel et tel élu, il va démarrer au quart de tour. Et ils sont conseillés par des cabinets comportementaux qui leur disent, bah voilà, avec telle et telle, dans telle et telle occasion, voilà ce qu'il faut faire et tout. Aujourd'hui, chez Technologie Analyst, on a mis en place des intervenants comportementaux qui vont pouvoir travailler sur le comportement, qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner tout au long de cela. Vous avez également dans cette base de données unique tous les éléments sur les lois, sur les orientations stratégiques, sur des consultations, des nouvelles consultations, et vous pouvez faire appel aux experts pour, dans le cadre d'un financement qui est prévu par la loi. Oui, Jean-Louis. Oui, le risque également sur la mise en place de cette base de données unique, c'est qu'on se retrouve plutôt avec des syndicats d'accompagnement au niveau de l'entreprise. Et c'est un petit peu la déviance de ce système-là, c'est-à-dire que ce soit les syndicats et au moins les comités d'entreprise et les CHSCT qui accompagnent l'évolution de l'entreprise, alors que ce n'est pas du tout là, ce qui est recherché par cette base de données unique, mais les entreprises ont tendance à évoluer dans ce sens-là. Et ce n'est pas la philosophie de Force Ouvrière. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, effectivement, il ne s'agit pas d'une déviance, et je dirais que la barre, eh bien, c'est chacun dans l'entreprise qui la tient et vous devez justement vous appuyer sur des experts, vous appuyer et nous, on est là pour vous aider à maintenir le cap. On est un peu un outil d'orientation de votre navire syndical. Alors, tout au début de cette table ronde, vous parliez de la numérisation. Oui. Sous quelle forme ça se présente, notamment au Crédit Agricole? Sous quelle forme ça se présente, la BDU? Nous, ça se présente, c'est un intranet, hein, c'est-à-dire que c'est un Internet propre à l'entreprise. Et donc, on a un accès spécifique donc, qui, pour l'instant, est réservé donc, aux membres du CHSCT, aux délégués syndicaux et aux élus du comité d'entreprise. Bon, les délégués du personnel devraient normalement accéder, mais là, pour l'instant, il y a un problème d'interprétation au niveau des textes. Et donc, tout à chacun peut, à tout moment, aller consulter cette base-là. Et donc, elle n'est pas visible, bien sûr, par les autres salariés de l'entreprise. Elle est à disposition, donc, à tout moment. Voilà. Après, ça, c'est l'évolution numérique.
Alors, je peux me permettre de poser une question. Est-ce que vous pouvez imprimer les documents qui se trouvent sur la base de données ? Oui, tout à fait. On peut imprimer les documents sans aucun problème. Alors souvent, c'est plutôt fastidieux parce qu'il y a un thème volume de papier qu'il faut faire des sélections et non pas tout imprimer parce qu'on arrive à avoir une masse de papier phénoménale. Mais on a cette possibilité-là, tout à fait, oui. D'accord. Globalement, comment ça s'est passé au Crédit Agricole ? Ça s'est passé relativement bien en sachant que il y avait une échéance qui était une obligation donc légale au 14 juin 2014. Nous, ça s'est passé, on peut dire globalement bien. Maintenant, la crainte qu'on peut avoir, c'est sur l'évolution de cette base de données unique et sur cette partie prospective. Et j'insiste beaucoup sur ce sujet parce que je pense qu'on voit là qu'il y a un blocage. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, on sent que les entreprises sont pas prêtes encore à rentrer sur ces informations-là. Il y a des effets pervers déjà ? Non, pas spécialement. Moi, je vois pas d'effet pervers. Après, il faut beaucoup s'impliquer et puis surtout ne pas hésiter à avoir recours à une expertise ou à des expertises si nécessaire, puisque tous les participants, tous les élus n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires pour analyser l'ensemble de ces documents et des informations qu'ils contiennent. Alors, concernant les effets pervers, oui, il y en a déjà, moi je peux vous le dire, c'est la désaffection. C'est certains syndicalistes qui lâchent en disant c'est du numérique, j'y comprends rien et on va lâcher. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est juste pas possible, quoi. Il faut éviter ce genre de choses. C'est-à-dire, il va falloir que dans toutes les organisations syndicales, on ait des gens qui soient véritablement spécialistes du numérique et tout, qui puissent transmettre véritablement à leurs camarades tous ces éléments, le savoir-faire numérique. Voilà. Comment ça se passe justement chez FO, chez vous ? Nous, on a une organisation déjà très structurée parce que c'est déjà une grosse entreprise. On a une commission économique et juridique, dont je suis président également. Et après, je pense que l'expérience compte beaucoup. Il y a les compétences certes, mais l'expérience, le vécu aussi. Ouais, plus l'entreprise est grosse, plus c'est facile. Plus c'est facile, plus c'est structuré, plus c'est organisé. Et même au niveau syndical et au niveau du comité d'entreprise, on est organisé aussi dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas dans les plus petites entreprises. Voilà, donc il y a des grosses différences en fonction de la taille de l'entreprise. Alors, le deuxième effet pervers, je dirais, c'est que les salariés donc se désintéressent, je l'avais dit, de cette base de données économique. Mais il y a un deuxième effet pervers, c'est qu'on mette sur le cloud ces bases de données. Et là, il y a un véritable risque de sécurité économique, c'est-à-dire qu'avec les grandes oreilles qui écoutent